Le dernier livre de la Bible dépeint une vision terrifiante. Un événement qui signera la fin. De nous, c'est le chaos. Ori se rend à Megiddo, en compagnie de l'archéologue Yotam Tepper. En quoi ce lieu en particulier est si important? C'est un endroit très stratégique. C'est le point de passage entre l'Égypte et la Mésopotamie. En clair, celui qui contrôle Megiddo contrôle les échanges entre ces régions. Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a 3500 ans, Megiddo se dressait à la jonction de trois territoires dominés par trois grandes puissances. À l'est s'étendent les terres fertiles de Mésopotamie. Au nord, l'empire hittite. Et au sud, celui d'Égypte. Le pharaon Thoutmôsis III a été le tout premier à en déceler la valeur stratégique. Il aurait dit que prendre Megiddo revenait à prendre un millier de villes. Il comprend que le site représente un intérêt vital pour le commerce et décide d'en prendre le contrôle.
Il s'ensuivra la première bataille de l'histoire ayant laissé une trace écrite. Et même si elle a eu lieu il y a 35 siècles, nous savons précisément comment elle s'est déroulée. Son récit est gravé dans les murs du temple d'Amon, à Karnak. Thoutmôsis III était si fier de sa victoire et de la façon dont il l'a remportée qu'il a voulu l'immortaliser. Ces hiéroglyphes racontent les moindres détails de la bataille, ses moments clés et ses manœuvres tactiques si audacieuses qu'elles sont aujourd'hui encore enseignées en école militaire. Grâce à eux, on apprend que le pharaon a rassemblé son armée au sud des montagnes entourant Megiddo. Les Cananéens se préparent à l'assaut. Ils défendent les accès menant à la ville depuis le nord et le sud. Thoutmôsis III choisit alors une troisième voie bien plus risquée. Il conduit ses hommes à travers la montagne par un vallon étroit. Il sait que s'ils sont repérés, ils n'auront aucune solution de repli. Ce sera un massacre. Les troupes se sont rassemblées ici, dans cette plaine. L'adversaire comprend que l'armée du pharaon arrive par le vallon, à l'ouest, et non par le sud ou par le nord. La stratégie fonctionne. Thoutmôsis III attaque en profitant de l'effet de surprise. Malgré les défenses en place sur la colline, Thoutmôsis III remporte une victoire relativement facile. Mais une poignée de survivants ennemis vont réussir à se replier dans la citadelle, ici. La lutte est acharnée, mais la forteresse résiste aux assauts des Égyptiens, aussi déterminés soient-ils. Thoutmôsis III tient la ville en état de siège pendant plusieurs mois et finit par réussir à la prendre. Il en fait alors un avant-poste sous son contrôle. Il existait ici des fortifications bien avant la venue des soldats du pharaon. Un certain nombre de découvertes archéologiques permettent de reconstituer son histoire avant même cette bataille. En se basant sur ces indices, nos experts vont tenter de découvrir jusqu'où remonte cette histoire. Ori Soltès sait qu'Israël Finkelstein peut l'y aider. Ce site est une fenêtre ouverte sur l'histoire de Megiddo et de cette région tout entière. Une fenêtre qui nous projette à l'époque de personnages comme Thoutmôsis III. On voit les strates correspondant aux différentes cités construites au fil du temps. Combien y en a-t-il? On a trouvé les vestiges de 30 cités. La première remonte à une époque située entre la fin du Néolithique et 6000 ans avant Jésus-Christ. Incroyable. Ça nous ramène bien avant Thoutmôsis. Nous pouvons établir que Megiddo a été habité pour la première fois plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des plus anciennes cités au monde. Elle a eu différents noms, comme Telalio. Norma Franklin a proposé à Mark Talesnik de lui montrer les plus anciens vestiges du site. Il semble qu'à l'origine, la colline servait à accomplir un rite païen. Voici l'hôtel circulaire que nous avons découvert. On y accède par quelques marches. On trouve des sortes de cuvettes qui pouvaient être utilisées pour placer de l'eau ou de l'huile. Il y en a une ici. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ces hôtels étaient utilisés par un ou plusieurs prêtres et si on y réalisait des sacrifices d'animaux. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a ici tous les éléments d'un lieu de culte païen. 4000 ans avant que Megiddo ne devienne Armageddon aux yeux de l'apôtre Jean, des religions antérieures au christianisme y étaient pratiquées. Ori Soltès se tient peut-être sur les vestiges de l'un des plus anciens lieux de culte. Cet édifice est fantastique parce qu'il est extraordinairement bien construit. Comme vous le voyez, le mur côté nord fait près de 5 mètres d'épaisseur. C'est considérable pour l'époque. 5 mètres d'épaisseur, en effet. Juste au milieu, vous avez ce que l'on a appelé la salle du temple. On y trouve 6 bases de colonnes. Ces parties rondes ici? Elles servaient de support à des piliers en bois, sur lesquels reposait la charpente du toit. En nous basant sur les découvertes des archéologues, il est possible d'imaginer à quoi le temple pouvait ressembler. Des murs de pierre de 5 mètres d'épaisseur,
un toit soutenu par des colonnes, l'édifice devait être massif. Et pourtant, il a été détruit. Regardez ce mur. Il y a des fissures. Vous voulez parler de celle-ci? Tout à fait. Et il y en a d'autres. Elles indiquent que Megiddo a été frappé par un important tremblement de terre qui a entièrement détruit le temple et poussé les habitants du site à l'abandonner pendant 200 ans. Ça n'a rien d'étonnant. La région se situe à la rencontre de 3 plaques tectoniques. Elle est très sujette à l'activité sismique. La première destruction de Megiddo n'était donc pas due à un acte de guerre, mais à une catastrophe naturelle. Ce tremblement de terre a balayé le temple et la cité qui l'entourait jusqu'à ses fondations. Le cataclysme aurait-il inspiré Jean l'évangéliste alors qu'il a décrit Megiddo comme le site de la catastrophe ultime? Ce lieu serait-il voué depuis la nuit des temps à la destruction? Il a été établi que Megiddo était déjà un lieu de culte 6000 ans avant notre ère. On y a découvert les vestiges d'un temple païen. La cité a d'abord été anéantie par un terrible séisme, puis elle deviendra le théâtre de la première bataille gravée dans la pierre. Cette intersection hautement stratégique en fera une position militaire que les hommes s'arracheront pendant des siècles et des siècles. Megiddo deviendra l'une des places fortes les plus mythiques de l'Antiquité, gardant le temple le plus célèbre de tous. Nous allons maintenant tenter d'apprendre quand ce site est entré dans l'histoire judéo-chrétienne, à l'époque où vivait l'apôtre Jean, et comment il a pu influencer l'auteur de l'Apocalypse. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, la ville a déjà été maintes fois conquise par différentes puissances. Ses fortifications se renforcent et sont construites avec précision. Cette porte que nous voyons ici menait à l'Acropole, la ville haute en grec. Elle a été construite à l'époque de Thoutmôsis III, ou très peu de temps après, quand Megiddo était sous domination égyptienne. Nous pouvons voir un grand mur en briques, en forme d'arche. En fait, on pense que la porte était constituée de 3 arches interconnectées en leur centre et recouvertes d'une toiture. Ici, c'est du calcaire. Mais vers le bas, il fallait un matériau moins friable pour résister à l'érosion et probablement au passage des véhicules à traction animale. Les bâtisseurs ont choisi le basalte. C'est une roche volcanique particulièrement solide. Comme le montre Israël Finkelstein, il existe des vestiges de fortification. Cette partie où nous nous trouvons, c'est la porte. J'imagine que c'était le seul moyen de pénétrer dans la place. Oui, c'est le point sensible de toute ville fortifiée. En nous basant sur les informations rassemblées par les chercheurs, nous pouvons imaginer à quoi ressemblait Megiddo 1200 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où, si l'on en croit la Bible, le peuple élu l'a prise d'assaut. La colline, aplanie, était ceinturée d'une épaisse muraille la rendant quasiment imprenable. Seule une porte infranchissable permettait d'y entrer. Et pourtant, si l'on en croit les écrits, cela n'a pas suffi. Si l'apôtre Jean a été le dernier à parler de Megiddo dans la Bible, il n'a pas été le premier. L'Ancien Testament raconte qu'après l'Exode mené par Moïse, ce dernier a confié son peuple à Josué. Josué était un conquérant. La Bible dit que l'Arche d'Alliance, la relique la plus précieuse du judaïsme, lui ouvrait la voie et rendait son cortège invincible. L'apôtre Jean, un érudit ayant des ancêtres juifs, ne pouvait pas ignorer ce récit. Jean devait forcément connaître l'Ancien Testament. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il était très instruit et qu'il est né d'une famille juive. Il a donc probablement eu connaissance des batailles de Megiddo. Ces récits étaient profondément ancrés dans la tradition, y compris à l'époque contemporaine de Jean. Après les murailles de Jéricho, Josué a-t-il fait tomber celle de Megiddo? Oris Soltès cherche des preuves de sa présence dans la cité.
Il y a une référence à Megiddo dans le livre de Josué. Elle est citée parmi les villes prises par les enfants d'Israël. Mais avons-nous une preuve concrète de la présence de Josué ici? Il n'existe pas d'indice matériel irréfutable, mais nous avons la preuve que la cité cananéenne a été détruite. Reste à savoir si cette destruction peut être liée à Josué, comme le dit la Bible. On estime la prise de Megiddo à l'époque cananéenne, au XIIe siècle, avant Jésus-Christ. Cette date correspondrait avec les événements décrits dans le livre de Josué. Les Israélites ont gardé le contrôle de la ville pendant des siècles et en ont amélioré les fortifications. Elle devient alors un site stratégique de plus en plus important. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, le roi Salomon y entreprend de nombreux travaux, parmi lesquels, si l'on en croit la Bible, une gigantesque porte. Le souverain sait que si Megiddo devait tomber aux mains de l'ennemi, sa nation tout entière deviendrait vulnérable. Cette porte était conçue de façon très ingénieuse. Voici la porte de l'époque de Salomon. Il fallait passer ici pour entrer? Oui, à l'intérieur, vous avez une tour, puis un espace, juste ici. Et puis un pilier, un autre espace, et puis un troisième. Et nous n'avons toujours pas quitté l'entrée. D'accord. L'accès se fait par une sorte de corridor étroit et parfaitement sécurisé. Sa largeur ne permettait le passage que d'un seul char, tracté par 2 chevaux. Tout autour, les fortifications étaient monumentales. Les murs faisaient près de 3,5 mètres d'épaisseur. Et l'endroit était bien sûr lourdement gardé. Tout autour de la ville, les murailles sont surmontées de tours de guet. Le roi Salomon a investi dans ces travaux une somme considérable, sachant que de la défense de Megiddo dépendait tout un peuple et toute la nation d'Israël. Il reste encore bien des secrets à découvrir sur le site de Har Megiddo. Nous savons désormais que le roi Salomon y avait bâti une citadelle fortifiée. Mais pour en apprendre un peu plus sur son rôle stratégique, nous devons maintenant nous rendre 90 km plus au sud, à Jérusalem, l'antique capitale judaïque. Nous cherchons ce que Megiddo était censé protéger. Si l'on en croit l'Apocalypse de Saint Jean, Salomon aurait choisi cette ville pour bâtir son temple. La Bible le présente comme le premier temple juif de Jérusalem. Il finira par être détruit. Le récit de ce drame sera relayé de génération en génération et deviendra la première grande catastrophe ayant frappé le peuple élu, une sorte de fin des temps. Le temple de Jérusalem était d'une importance cruciale pour ses fidèles. Il était une sorte de guide et de protecteur. Un éleveur ne pouvait pas manger la viande de son bétail sans en avoir fait offrande auparavant. Tous étaient persuadés que le temple abritait le Saint-Esprit. Nous ne pouvons toujours pas aujourd'hui décrire de façon certaine comment ce temple était construit. C'est impossible dans la mesure où nous n'en avons retrouvé aucun vestige. Il faut donc se baser sur des éléments extérieurs pour arriver à déterminer comment il pouvait être. Il ne reste plus rien du premier temple, mais à l'issue d'une enquête minutieuse, il reste possible d'imaginer quelle était son architecture. De nos jours, Jérusalem est dominée par le dôme du rocher, construit au 7e siècle. Avant sa construction, il y avait un temple romain. Et encore avant, le second temple reconstruit par Hérode. Plus on creuse, plus on remonte le temps. Et en continuant ainsi, nous approchons de ce qui pourrait être la période du premier temple. On lit dans le livre des rois que ces murs étaient faits de pierres de taille façonnées et polies avant même d'être acheminés sur le chantier. Mark Talesnik cherche à découvrir à quoi ces pierres pouvaient ressembler. Nous savons que le temple de Salomon était fait de pierres taillées dans ces blocs. Les artisans foraient des blocs de roche et y inséraient des branches de bois taillées. Ils les mouillaient. En se gorgeant d'eau, le bois se dilatait et cassait la pierre en deux.
Cette technique n'est bien sûr plus employée de nos jours. Mais à l'époque, la pierre était taillée entièrement à la main. Vous imaginez un peu le temps et les efforts que la préparation d'une seule pierre pouvait demander? Il fallait tailler et polir chacune des 6 faces. Et on ne parle que d'une seule pierre. Il en fallait des centaines, voire des milliers pour mettre sur pied un temple, même de moyenne envergure. Ori veut découvrir à quoi le temple pouvait ressembler. Nous en connaissons déjà les proportions. La Bible dit qu'il faisait 60 cubits de long, par 20 de large et 30 de haut. Mais pour connaître ses dimensions réelles, il faut déterminer la taille d'un cubit. Gabrielle Barquet pense connaître la réponse. Elle se trouve sous l'église des Pères dominicains à Jérusalem. Ce tombeau présente des caractéristiques architecturales semblables à celles de l'époque de Salomon. Mais le plus intrigant est que ses proportions indiquent qu'il a été construit selon une unité de mesure très particulière, équivalente à 53 cm. C'est ce qui a conduit Gabrielle Barquet à en déduire la taille d'un cubit égyptien, censé représenter la longueur d'un bras. Les mesures sont très précisément de 10 par 8 par 7 cubits. La hauteur est de 7 et la longueur de 10 cubits. C'est ce qui rend ces proportions si harmonieuses. Il ne fait aucun doute que cet ouvrage est basé sur cette unité de mesure qui était couramment utilisée sous le règne de Salomon. Qu'est-ce qui vous fait croire que le style architectural est proche de celui de Salomon? À la jonction entre les murs et le plafond, on voit une double corniche très intéressante. Nous savons qu'au temps de Salomon, les architectes recouvraient les murs de bois et que les plafonds étaient soutenus par des corniches. Les tailleurs de pierre ont cherché à recréer cet effet ici? Oui. Il est écrit que les murs à l'intérieur du temple de Salomon étaient recouverts de panneaux de cèdre. On retrouve des motifs les imitant ici. On voit une forme rectangulaire ici, une autre de ce côté, et ce qui pourrait être une poutre entre les deux. La Bible dit que le roi de Tyr, Hiram, a offert des cèdres à Salomon. Les boiseries du temple en provenaient peut-être. Le cèdre est une essence très onéreuse, mais ce bois est parfaitement adapté. Adapté à quoi? À la construction, c'est un bois très résistant. Les poutres de cèdre pouvaient facilement dépasser les 20 mètres. Leur solidité en faisait un matériau idéal. Ce tombeau qui date de l'époque de Salomon et imite son style architectural est un indice intéressant. Il permet d'en apprendre un peu plus sur la technique de construction du temple et sur ses proportions. Grâce à ces éléments, nous pouvons nous faire une idée de son apparence. En nous basant sur l'unité de mesure égyptienne, nous pouvons avancer qu'il mesurait une trentaine de mètres de long par 15 mètres de large et 25 mètres de haut. Les murs étaient faits de pierres de taille, le toit reposait sur des poutres en cèdre du Liban. Un porche menait à la pièce principale, ornée de panneaux de cèdre. À l'Orient, on trouvait le Saint des Saints, l'alcôve où Salomon aurait placé l'Arche d'Alliance, la relique la plus sacrée de la religion judaïque. La Bible dit que le temple suscitait l'admiration, mais incarnait également le point faible de toute une nation. Il en était le cœur et l'âme. S'il devait tomber aux mains de l'ennemi, le traumatisme serait irréparable. Salomon savait son royaume menacé. C'est ce qui l'a conduit à construire les fortifications au sommet du tertre de Megiddo. Ses successeurs continueront son œuvre en rendant la forteresse de plus en plus imprenable au fil du temps. Har Megiddo est un lieu qui restera ancré dans la tradition juive. Il reste à découvrir comment il est devenu dans l'esprit de l'apôtre Jean, Armageddon.
Nos experts ont établi que le roi Salomon, lorsqu'il prend le pouvoir au XIe siècle avant Jésus-Christ, y a fait établir de solides fortifications. Megiddo se dressait alors face aux envahisseurs qui prenaient pour cible Jérusalem. C'est là que le roi Salomon avait construit un temple qui représentait tout pour les Israélites. Sa destruction provoquerait un traumatisme aux proportions catastrophiques. Tout porte à croire que pendant les 4 siècles qui ont suivi, les descendants du roi n'ont eu de cesse que de renforcer ses fortifications. Ori et Marc retournent sur cette colline pour tenter de découvrir comment la cité s'est transformée et comment elle est devenue une forteresse inexpugnable. Ces murailles pouvaient contenir tous les assauts, mais surtout, Megiddo était faite pour résister à une stratégie guerrière imparable, le siège. On pourrait croire, étant donné sa situation géographique, que la cité aurait pu être facilement assiégée, mais ses bâtisseurs avaient tout prévu. Norma Franklin va nous montrer l'arme secrète de Megiddo. Ce tunnel est sidérant, il doit bien faire 150 mètres de long. Oui, à peu près. Et il est parfaitement droit, c'est incroyable. La galerie est creusée comme on le ferait aujourd'hui. On voit à l'abrasion de la roche que c'est du silex, un minerai très solide. Bien plus difficile à creuser que du calcaire, par exemple. À quoi servait-elle? Il s'agit d'une galerie d'adduction, creusée au fond d'un puits situé dans l'enceinte de la cité et qui permettait de l'alimenter en eau. Dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, une roue permettait de remonter l'eau du fond d'un puits de 25 mètres de profondeur, relié par une galerie de 80 mètres à une source située à l'extérieur de Megiddo. Voilà le bout du tunnel. C'est ici que se trouvait la source? Absolument, elle existe encore. Si je jette un gravier là-dedans, On entend qu'il y a de l'eau. La partie de la source qui se trouvait à l'air libre était habilement camouflée. Aucun assaillant ne pouvait en soupçonner l'existence. Et les habitants de Megiddo pouvaient survivre des mois, même assiégés. Cette galerie est un véritable chef-d'œuvre. Elle a été construite à l'aide d'outils primitifs dans une roche très dure. Mais il ne s'agit pas là du seul atout tactique de la forteresse. Parmi les vestiges disséminés sur la colline, Israel Finkelstein a découvert la preuve de la présence d'une formidable force de frappe. nous sommes dans ce qui étaient les écuries de Megiddo. Quelle taille elles faisaient? Elles avaient l'air imposantes. Il s'agit de plusieurs écuries. Au fil des fouilles réalisées sur ce site, nous en avons découvert un nombre époustouflant. Nous avons sorti de terre les vestiges de 17 édifices comme celui que vous voyez ici. Il semble que ces écuries pouvaient accueillir plus de 450 chevaux. En cas d'assaut, Megiddo avait donc à sa disposition de quoi riposter. Les chars se seraient engouffrés dans la porte de la cité et rués sur l'ennemi en une frappe éclair, avant de retourner à l'abri des fortifications. Chaque écurie se composait de 2 rangées de piliers, une ici et une autre de ce côté. C'est ce qui nous a permis de déterminer la fonction de ces bâtiments. Megiddo disposait d'un véritable bataillon d'infanterie mobile, de murailles impénétrables et d'un approvisionnement en eau quasi inépuisable. Et pourtant, 400 ans après que Salomon a entrepris de renforcer les fortifications de la ville, elle tombera aux mains de l'ennemi. Ce qui conduira à sa perte semble être une simple erreur de stratégie militaire. Une erreur qui aura de très lourdes conséquences. Nous sommes en 609 avant Jésus-Christ. L'Égypte mobilise une armée colossale. Sous le commandement du pharaon Néchao II, elle se prépare à frapper Babylone. Mais avant, il faut passer par les plaines de Megiddo.
Néchao en demande l'autorisation à Josias, 16e roi de Juda. Josias, qui avait la réputation d'être aussi bon dirigeant que son ancêtre Salomon, savait que l'affrontement finirait en bain de sang. Il refuse le droit de passage aux Égyptiens et décide d'envoyer des troupes à l'extérieur de la ville affronter une armée supérieure en nombre. Cette erreur tactique lui coûtera la vie. Josias est exécuté par les Égyptiens. D'un coup, tous les fondements sur lesquels reposait le royaume de Juda se sont effondrés. La mort du roi marque le début de la période la plus sombre de l'histoire des Israélites. Terriblement affaiblie, la nation tombe aux mains de l'ennemi. Quelques années plus tard, Jérusalem est conquise, le temple est détruit et le peuple réduit en esclavage. Cette chaîne d'événements commence par la chute de Megiddo. Les effets de la destruction du temple se feront ressentir pendant des siècles. C'est peut-être ce fait historique qui a conduit l'apôtre Jean à faire de Har-Megiddo le lieu de l'affrontement final, Armageddon. La destruction du temple de Jérusalem a été vécue comme une catastrophe. Sans lui, le peuple s'est retrouvé comme un navire sans gouvernail. Les choses ont brutalement changé. C'était la fin d'une ère. Un événement que beaucoup ont décrit comme la fin des temps. La fin du monde tel qu'on le connaissait alors. Même 500 ou 600 ans plus tard, après la mort de Josias, la destruction du temple, l'exil, ce peuple devait encore vivre dans le souvenir de cette terrible catastrophe. Celui qui en témoigne le mieux est l'apôtre Jean à travers l'Apocalypse. Pour lui, Armageddon était l'emplacement où aurait lieu la fin des temps, où s'affronteraient les forces du bien et du mal. Cela démontre que ce drame était encore ancré dans l'inconscient collectif. Il s'agit de bien plus qu'une simple défaite. Armageddon était synonyme de malheur, l'endroit où le dernier roi de la lignée de David a péri. Au fil des siècles, les fortifications de la ville ont été rebâties. Megiddo a été témoin de plusieurs événements clés de l'histoire de la Terre promise. La bataille qui a conduit à sa perte a été vécue comme un cataclysme par les Israélites. Mais cette colline va connaître d'autres événements sanglants qui perpétueront sa redoutable réputation. Megiddo est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Il ne fait aucun doute que l'apôtre Jean connaissait parfaitement l'histoire d'Ar-Megiddo. Le tertre a été le théâtre de la toute première bataille restée gravée dans la pierre. Sa position géographique en faisait l'un des sites stratégiques les plus convoités au monde. C'est aussi là qu'une page importante de l'histoire du peuple juif a été tournée avec la mort de Josias, la prise de Jérusalem, la destruction du temple et l'exil des Israélites. 600 ans plus tard, Jean s'inspire de ces événements lorsqu'il écrit l'Apocalypse. Armageddon devient alors l'endroit où se tiendra l'affrontement ultime. Vu d'ici, la plaine ressemble à un gigantesque échiquier. On peut très bien imaginer l'affrontement final entre le bien et le mal se déroulant ici, sous nos yeux, depuis le pied de cette colline jusqu'aux confins de la vallée. L'apôtre Jean connaissait parfaitement l'histoire de son peuple vieille de 1000 ans. Mais il a sûrement aussi été influencé par son histoire contemporaine. C'était une époque de bouleversements et de conflits où le christianisme naissant peinait à se frayer un chemin. Le christianisme est né du judaïsme. À l'époque de Jean l'apôtre, à son tout début, il n'y avait que très peu de différence entre les fidèles des deux religions. Pour être chrétien, il fallait venir du judaïsme. Jean était lui-même juif et il connaissait très bien la Bible hébraïque. Par ailleurs, il connaissait parfaitement l'histoire de sa nation. Quel a été le rôle de Megiddo au tout début du christianisme? Qu'est-ce que ce lieu représentait pour Jean et les premiers chrétiens? Difficile de le savoir,
Longtemps, cette religion s'est pratiquée dans le secret. La plupart des chrétiens, juifs de naissance, étaient considérés comme blasphémateurs. Quant aux Romains, on sait avec quelle violence ils réprimaient les fidèles du Christ. Impossible à l'époque de bâtir des églises visibles aux yeux de tous. Je vais me rendre dans les vestiges d'un ancien village juif. On y trouve quelque chose d'assez intéressant. Presque aucun indice de l'activité chrétienne n'avait été découvert jusqu'en 2005, grâce à des fouilles réalisées dans une prison. De quoi s'agit-il? C'est la mosaïque mise au jour dans la prison. L'établissement est encore en service. Il est impossible d'accéder au site de fouilles. Mais les photographies des mosaïques découvertes sur place révèlent d'étonnantes inscriptions. Voilà la pièce dans son intégralité. Elle fait 10 mètres par 5. L'entrée est à l'est. Comment on sait que c'est chrétien? On voit des poissons. Il s'agit d'un symbole typiquement chrétien. Un bar et un thon. Oui, ce ne sont pas des espèces locales. On ne peut les pêcher que dans d'autres régions. Le symbole a peut-être été emprunté à la Légion romaine. Mais la véritable preuve démontrant la présence de chrétiens ici même est une inscription désignant Jésus comme Dieu. Cet endroit ne peut donc être qu'une des toutes premières églises fondées par la communauté chrétienne en Terre Sainte. Voilà le plus intéressant. C'est l'inscription la plus ancienne que nous ayons trouvée. Cette découverte pourrait réécrire les premières pages de l'histoire du christianisme. Nous sommes sous l'Empire romain, une centaine d'années avant que Constantin Ier rende cette religion légale. Les chrétiens devaient exercer le culte dans le plus grand secret. Ces mosaïques ont été réalisées après la mort de l'apôtre Jean, mais à l'époque où le christianisme était encore clandestin. Les premiers fidèles se regroupaient en secret par petits groupes et prenaient de grands risques en véhiculant leurs idées. Il semble évident que l'un de ces groupes existait à Megiddo et qu'un lieu de culte secret y a été établi. On sait que la région comptait alors la plus grande concentration de troupes romaines de toute la Judée, Jérusalem mise à part. Pendant 300 ans, la Terre Sainte a vécu sous l'occupation des légions romaines. Elle était devenue une province romaine soumise à l'autorité d'un empereur étranger. Yotem Teper nous montre les vestiges d'un ancien fort bâti pour mater toute éventuelle rébellion. On voit ici une sorte de monticule sur une colline. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agissait d'un camp romain? Nous avons découvert dans un champ la poignée d'une cruche, comme celle-ci, typique des poteries réalisées par les Romains à cette époque. Et on sait que les champs autour de nous ne faisaient pas partie de ce camp. Oui, puisqu'on n'y a trouvé aucune poterie. Ils sont vides. D'accord. À en juger par la surface de l'endroit, une importante garnison devait être basée ici. Le camp était très vaste. On pense qu'il s'étendait depuis cette route ici jusqu'à 200 mètres dans cette direction et probablement autour de 250 mètres dans cette autre direction. La surface occupée est phénoménale. Les vestiges du fort n'ont jamais été découverts. Il se pourrait qu'ils soient encore enfouis sous ces champs. Mais nous pouvons tout de même nous faire une idée de son architecture. Vous pensez qu'il y avait des fortifications autour? Oui, des murailles et tout le reste. Vous avez une idée de leurs dimensions, que l'on puisse s'imaginer à quoi ils ressemblaient? Oui, je dirais dans les 2 mètres, minimum. 2 mètres d'épaisseur? Bien sûr. Et peut-être quelque chose comme 5 mètres de haut. 10 pour les tours. 5 mètres de haut, c'est phénoménal pour l'époque. Et 2 mètres d'épaisseur? Et qui a construit ces fortifications? La Légion. La Légion disposait de ses propres maçons. Un rectangle de 200 mètres par 250 a été tracé, nivelé et pavé. Il a ensuite été fortifié par une épaisse muraille entourée de douves. Vous avez une idée de ce à quoi il pouvait ressembler de l'intérieur? Quel type de construction on y trouvait? Par exemple, est-ce que les soldats dormaient dans des tentes ou dans des bâtiments en dur? On pense que leur baraquement était construit en dur. À l'intérieur de l'enceinte se trouvaient plusieurs bâtiments. Ils étaient protégés par une porte lourdement défendue et une tour de guet. Le fort abritait les 3000 hommes de la 6e Légion.
Les tout premiers chrétiens, où qu'ils aillent, étaient confrontés à l'oppression des troupes de l'Empire romain. Il est donc possible que Jean l'évangéliste, connaissant certainement la situation dans laquelle se trouvaient les chrétiens de Megiddo, y ait vu le lieu d'un conflit sous-jacent entre le bien et le mal. En 67 après Jésus-Christ, faisant face à une rébellion populaire, les légionnaires s'y rassemblent avant de marcher sur Jérusalem. 3 légions se regroupent et mettent la ville à sac, détruisant le second temple, construit en 515 avant Jésus-Christ pour remplacer celui de Salomon. Il y a eu tant de batailles et tant de sang versé au pied de cette colline qu'on peut très bien imaginer comment Jean l'apôtre s'est mis à imaginer que Megiddo serait le théâtre de l'affrontement ultime. Megiddo a joué un rôle clé dans l'histoire judéo-chrétienne. Ce site est une fenêtre ouverte sur l'histoire de cette terre. Une fenêtre qui vous propulse à l'époque de Toutmosis, de Josué, des rois de Juda tels que Salomon et Josias, de Néchao et de bon nombre d'autres personnages grandioses. Tous ont laissé leur empreinte ici même. Megiddo se situe à l'intersection de la Via Maris, reliant l'Égypte à la Mésopotamie, et des routes menant à la mer, en Galilée ou vers les grandes civilisations du Nord. C'est ce qui explique pourquoi tant de batailles s'y sont déroulées au cours des siècles. Du 15e siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 1918. Nos experts ont découvert que depuis des milliers d'années, la colline de Megiddo a toujours été un site hautement stratégique. Elle a vu se dérouler à ses pieds les batailles les plus acharnées et s'est fortifiée pour devenir le symbole de toute une culture. Son destin a souvent été lié, pour le meilleur et pour le pire, à celui de son peuple. L'onde de choc des destructions dont elle a été témoin s'est propagée au fil des siècles et a conduit l'apôtre Jean à faire de Har-Megiddo un lieu redouté de tous, Armageddon. Le dernier livre de la Bible dépeint une vision terrifiante. Un événement qui signera la fin.
de nous, c'est le chaos. Ori se rend à Megiddo, en compagnie de l'archéologue Yotam Teper. En quoi ce lieu en particulier est si important? C'est un endroit très stratégique. C'est le point de passage entre l'Égypte et la Mésopotamie. En clair, celui qui contrôle Megiddo contrôle les échanges entre ces régions. Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a 3500 ans, Megiddo se dressait à la jonction de trois territoires dominés par trois grandes puissances. À l'est s'étendent les terres fertiles de Mésopotamie. Au nord, l'empire hittite. Et au sud, celui d'Égypte. Le pharaon Thoutmôsis III a été le tout premier à en déceler la valeur stratégique. Il aurait dit que prendre Megiddo revenait à prendre un millier de villes. En nous basant sur les découvertes des archéologues, il est possible d'imaginer à quoi le temple pouvait ressembler. Des murs de pierre de 5 mètres d'épaisseur, un toit soutenu par des colonnes, l'édifice devait être massif. Et pourtant, il a été détruit. Regardez ce mur. Il y a des fissures. Vous voulez parler de celle-ci? Tout à fait. Et il y en a d'autres. Elles indiquent que Megiddo a été frappé par un important tremblement de terre qui a entièrement détruit le temple et poussé les habitants du site à l'abandonner pendant 200 ans. Ça n'a rien d'étonnant. La région se situe à la rencontre de 3 plaques tectoniques. Elle est très sujette à l'activité sismique. La première destruction de Megiddo n'était donc pas due à un acte de guerre, mais à une catastrophe naturelle. Ce tremblement de terre a balayé le temple et la cité qui l'entourait jusqu'à ses fondations. Le cataclysme aurait-il inspiré Jean l'Évangéliste alors qu'il a décrit Megiddo comme le site de la catastrophe ultime? Ce lieu serait-il voué depuis la nuit des temps à la destruction? Il a été établi que Megiddo était déjà un lieu de culte 6000 ans avant notre ère. On y a découvert les vestiges d'un temple païen. La cité a d'abord été anéantie par un terrible séisme, puis elle deviendra le théâtre de la première bataille gravée dans la pierre. Cette intersection hautement stratégique en fera une position militaire que les hommes s'arracheront pendant des siècles et des siècles. Megiddo deviendra l'une des places fortes les plus mythiques de l'Antiquité, gardant le temple le plus célèbre de tous. Nous allons maintenant tenter d'apprendre quand ce site est entré dans l'histoire judéo-chrétienne, à l'époque où vivait l'apôtre Jean, et comment il a pu influencer l'auteur de l'Apocalypse. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, la ville a déjà été maintes fois conquise par différentes puissances. Ses fortifications se renforcent et sont construites avec précision. Cette porte, que nous voyons ici, menait à l'acropole. Nos experts vont tenter de découvrir jusqu'où remonte cette histoire. Ori Soltès sait qu'Israël Finkelstein peut l'y aider. Ce site est une fenêtre ouverte sur l'histoire de Megiddo et de cette région tout entière. Une fenêtre qui nous projette à l'époque de personnages comme Thoutmôsis III. On voit les strates correspondant aux différentes cités construites au fil du temps. Combien y en a-t-il? On a trouvé les vestiges de 30 cités. La première remonte à une époque située entre la fin du Néolithique et 6000 ans avant Jésus-Christ. Incroyable. Ça nous ramène bien avant Thoutmôsis. Nous pouvons établir que Megiddo a été habité pour la première fois plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des plus anciennes cités au monde. Elle a eu différents noms, comme Telalio. Norma Franklin a proposé à Mark Talesnik de lui montrer les plus anciens vestiges du site. Il semble qu'à l'origine, la colline servait à accomplir un rite païen. Voici l'hôtel circulaire que nous avons découvert. On y accède par quelques marches. On trouve des sortes de cuvettes qui pouvaient être utilisées pour placer de l'eau ou de l'huile.
Il y en a une ici. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ces autels étaient utilisés par un ou plusieurs prêtres, et si on y réalisait des sacrifices d'animaux. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a ici tous les éléments d'un lieu de culte païen. 4000 ans avant que Megiddo ne devienne Armageddon aux yeux de l'apôtre Jean, des religions antérieures au christianisme y étaient pratiquées. Orysoltès se tient peut-être sur les vestiges de l'un des plus anciens lieux de culte. Cet édifice est fantastique parce qu'il est extraordinairement bien construit. Comme vous le voyez, le mur côté nord fait près de 5 mètres d'épaisseur. C'est considérable pour l'époque. 5 mètres d'épaisseur, en effet. Juste au milieu, vous avez ce que l'on a appelé la salle du temple. On y trouve 6 bases de colonnes. Ces parties rondes ici, Elles servaient de support à des piliers en bois, sur lesquels reposait la charpente du temple. Il comprend que le site représente un intérêt vital pour le commerce et décide d'en prendre le contrôle. Il s'ensuivra la première bataille de l'histoire ayant laissé une trace écrite. Et même si elle a eu lieu il y a 35 siècles, nous savons précisément comment elle s'est déroulée. Son récit est gravé dans les murs du temple d'Amon, à Karnak. Thoutmôsis III était si fier de sa victoire et de la façon dont il l'a remportée qu'il a voulu l'immortaliser. Ces hiéroglyphes racontent les moindres détails de la bataille, ses moments clés et ses manœuvres tactiques si audacieuses qu'elles sont aujourd'hui encore enseignées en école militaire. Grâce à eux, on apprend que le pharaon a rassemblé son armée au sud des montagnes entourant Megiddo. Les Cananéens se préparent à l'assaut. Ils défendent les accès menant à la ville depuis le nord et le sud. Thoutmôsis III choisit alors une troisième voie, bien plus risquée. Il conduit ses hommes à travers la montagne par un vallon étroit. Il sait que s'ils sont repérés, ils n'auront aucune solution de repli. Ce sera un massacre. les troupes se sont rassemblées ici, dans cette plaine. L'adversaire comprend que l'armée du pharaon arrive par le vallon, à l'ouest, et non par le sud ou par le nord. La stratégie fonctionne. Thoutmôsis III attaque en profitant de l'effet de surprise. Malgré les défenses en place sur la colline, Thoutmôsis III remporte une victoire relativement facile. Mais une poignée de survivants ennemis vont réussir à se replier dans la citadelle, ici. La lutte est acharnée, mais la forteresse résiste aux assauts des Égyptiens, aussi déterminés soient-ils. Thoutmôsis III tient la ville en état de siège pendant plusieurs mois et finit par réussir à la prendre. Il en fait alors un avant-poste sous son contrôle. Il existait ici des fortifications bien avant la venue des soldats du pharaon. Un certain nombre de découvertes archéologiques permettent de reconstituer son histoire avant même cette bataille. En se basant sur ces indices,